Bismillah. Alors pour ce quatrième enregistrement sur le chapitre de la cinétique, on va commencer par le cas d'un solide S en rotation autour d'un axe fixe dans le repère R0. Alors on suppose que cet axe est delta et il est fixe dans R0 de vecteur unitaire U. Alors dans ce cas-là, le vecteur U va être un vecteur lié à R0 ou bien fixe dans R0. Et on considère un deuxième repère, le repère R, lié cette fois-ci au solide. Alors, puisque le vecteur oméga de R par rapport à R0 est porté par delta. Pourquoi il est porté par delta? C'est parce que tout simplement, le vecteur oméga, c'est la résultante du torseur cinématique et la résultante est portée par l'axe central du torseur. Et ici, l'axe central du torseur est confondu avec l'axe de rotation. Donc, on peut écrire que oméga de R par rapport à R0 est égal à oméga fois I. D'accord? Donc, n'oubliez jamais que le vecteur oméga est toujours porté par l'axe de rotation qui représente en même temps l'axe central du torseur cinématique. Alors, on va considérer un point appartenant à delta, un point tout à fait quelconque. Donc, ce point, d'après cette hypothèse, est un point qui est fixe dans R0. Alors, le moment dynamique par rapport à l'axe delta, bon, c'est tout simplement le moment dynamique en A multiplié scalairement par le vecteur unitaire de delta. Mais comme on est dans l'hypothèse d'un point appartenant au delta, c'est-à-dire c'est un point qui appartient au solide fixe dans R0, le moment dynamique est égal à la dérivée par rapport au temps du moment cinétique. Toujours dérivation par rapport au repère R0, multiplié scalairement par U. Mais comme le vecteur U est constant, donc on peut le faire rentrer à l'intérieur du signe dérivation. Et donc, on va être amené à dériver par rapport au temps le produit sigma en A du solide par rapport à R0 multiplié scalairement par U. Et ça représente le moment cinétique par rapport à l'axe delta. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps du moment cinétique par rapport à l'axe delta. Et nous avons déjà vu que avec une telle hypothèse, le moment cinétique par rapport à l'axe delta, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe delta du solide multiplié par oméga. Bon, puisqu'on dérive, donc on va avoir un oméga point. Donc, avec cette hypothèse, le moment dynamique par rapport à l'axe delta des solides, mais toujours par rapport au repère R0, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe delta du solide multiplié par oméga point. Alors, si la vitesse de rotation des solides par rapport à R0 est constante, dans ce cas-là, ce terme va s'annuler. Alors, dans le cas où le mouvement de S est quelconque, donc, on va prendre un point A de l'espace affine, c'est un point quelconque qui n'appartient pas nécessairement au solide, et on utilise la relation de transfert en passant par G qui est le centre de masse du solide. Et on va voir le moment dynamique en A est égal au moment dynamique en G plus M gamma de G multiplié vectoriellement par GA. Donc c'est tout simplement la relation, la formule de transfert des tenseurs dynamiques. Alors, le G, c'est un point du solide qui est fixe dans le repère barycentrique. Et nous avons vu que le moment cinétique en G du solide par rapport à R0 est égal le moment cinétique en G de S par rapport au repère barycentrique. Et donc, nous avons vu aussi que le moment dynamique en G
de S par rapport à R0 est égale à la dérivée par rapport au temps du moment cinétique en G. Bon, c'est une dérivation qui est toujours par rapport à R0. Et cette dérivation, donc là, ce sont des résultats que nous avons déjà vus, mais on les reprend sous différentes formes. Donc, ça va être tout simplement la dérivation par rapport au temps de l'opérateur d'inertie en G du solide agissant sur le vecteur oméga, ou bien tout simplement la matrice d'inertie en G multipliée par le vecteur oméga, si on utilise la notation qui est matricielle. Et donc là, encore une fois, c'est une dérivation par rapport au temps. Nous avons en général, généralement, la matrice qui est associée à cet opérateur d'inertie linéaire est calculée dans une base d'un repère lié au solide. Donc, on doit passer nécessairement par ce repère dans cette dérivation. Donc, finalement, on va avoir le moment dynamique en A du solide par rapport à R0 est égal à la dérivée par rapport au temps de l'opérateur d'inertie en G agissant sur le vecteur oméga plus M gamma de G multiplié vectoriellement par G. Et donc là, on doit se souvenir quand même de l'utilité du repère barycentrique. Ben, il joue un rôle très important, donc il facilite énormément les choses dans certaines situations. Alors, attention, donc c'est une remarque, tout simplement à propos de cette dérivation. Même si la dérivation est effectuée par rapport à R0, c'est-à-dire ici, on lit la dérivée par rapport au temps par rapport à R0, l'opérateur J est souvent exprimé dans un repère lié à S. Alors, pour pouvoir faire cette dérivation, naturellement, donc on doit passer par le repère qui est lié au solide et par rapport auquel donc, on a déterminé la matrice d'inertie en G. Donc, nous avons procédé de manière similaire lorsque nous avons déterminé les formules de l'air. Maintenant, on va passer à l'énergie cinétique. Bon, c'est la dernière partie de ce chapitre. Alors, l'énergie cinétique d'un solide calculée dans le repère R0 est définie tout simplement par l'intégrale d'une énergie cinétique élémentaire, bon, c'est-à-dire d'un point qui est choisi dans le solide. Autour de ce point, donc, on construit un élément de volume ou un élément de surface ou un élément linéaire, dépendamment de la distribution de la matière. Et puis, on va tout simplement faire la somme. Et la somme, donc, c'est une intégrale puisqu'on a une distribution continue. Et on va avoir un demi, l'intégrale de Vm au carré multiplié par d. Alors, si vous regardez dans cette transformation, donc ce n'est pas une relation de transfert, mais c'est la loi de composition des vitesses. Donc, on a utilisé ici, dans cette relation, le repère Rg comme un repère relatif et le repère R0 comme un repère absolu. De ce fait, la vitesse de m par rapport à R0 qui va être interprétée comme une vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Or, la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse absolue de l'origine du repère relatif, c'est G, qui est l'origine du repère relatif, qui est le repère barycentrique, plus oméga de Rg par rapport à R0 multiplié vectoriellement par Gm. Alors, ce terme de rotation est constamment nul. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire si vous utilisez le repère barycentrique comme un repère relatif, la vitesse d'entraînement se réduit à la vitesse de G par rapport à R0. Et donc, la vitesse de M est égale, par rapport à R0 est égale vitesse de M par rapport à Rg plus la vitesse de G par rapport à R0. Alors, on va revenir à l'expression de l'énergie cinétique et on va remplacer la vitesse de M par rapport à R0 par cette expression. Donc, on va voir un demi vitesse de M par rapport à Rg plus la vitesse de G par rapport à R0, le tout au carré multiplié par dm.
D'accord? Donc, on a remplacé la vitesse de m par rapport à R0 par cette expression qui est équivalente, qui est obtenue par la loi de composition des vitesses. Alors, dans ce cas-là, l'énergie cinétique du solide par rapport à R0, donc en effet, on a quelque chose de la forme A plus B au carré, donc c'est A au carré, donc vitesse de G au carré, plus B au carré, c'est-à-dire vitesse de G au carré, plus le double produit, donc il va annuler la division par 2 ici. Donc en définitive, cette quantité élevée au carré est égale l'intégrale de la vitesse de m par rapport à Rg, dm, donc c'est une énergie cinétique, mais c'est une énergie cinétique qui est calculée dans le repère barycentrique, plus 1 demi intégrale de la vitesse de G par rapport à R0 au carré de dm. Alors, cette vitesse ne dépend pas de l'intégrale, donc on va intégrer tout simplement sur la masse et on va avoir 1 demi m fois la vitesse de G par rapport à R0 au carré. Alors, la même chose, puisque dans ce double produit, puisque la vitesse de G ne dépend pas de l'intégrale, donc on va la faire sortir de l'intégrale avec le signe produit scalaire. Et on va intégrer tout simplement sur la vitesse de m par rapport à Rg dm. D'accord. Or, cette quantité, elle représente tout simplement la quantité de mouvement dans le repère barycentrique. Alors, cette intégrale, donc on peut la remplacer par la masse fois la vitesse de G par rapport à Rg. Mais comme G est l'origine de ce repère, la masse fois la vitesse de G par rapport à Rg est égale à 0. Et donc, cette intégrale est nulle. Ou bien, donc, on peut passer, bon, ça c'est une autre façon de procéder, mais on peut dire tout simplement que cette intégrale est nulle, puisque cette quantité représente la quantité de mouvement dans le repère barycentrique, et la quantité de mouvement, c'est tout simplement la masse fois la vitesse de G, mais comme le repère de travail, c'est le repère barycentrique, donc la vitesse de G est nulle dans ce repère. Et donc, cette intégrale est nulle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ceci. Donc là, c'est une énergie cinétique qui est exprimée dans le repère barycentrique, plus 1 demi la masse fois la vitesse de G par rapport à R0 au carré. Et donc, on obtient un deuxième théorème de Koenig. Donc, le premier théorème de Koenig se rapporte au mouvement cinétique. Donc, celui-là, il se rapporte à l'énergie cinétique. Et donc, là encore, vous allez voir l'intérêt de ce théorème-là, c'est-à-dire le passage par le repère barycentrique, parce qu'on tombe sur des particularités qui nous facilitent les calculs. Alors, on va étudier les mouvements particuliers des solides. Donc, on suppose que le solide est animé d'un mouvement de translation. Donc là, c'est classique, on commence toujours par le cas le plus simple. Donc, c'est le mouvement de translation. Alors, la vitesse de m par rapport à Rg est égale, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On va tout simplement utiliser la relation de transfert des torseurs cinématiques. Donc, la vitesse de m par rapport à Rg est égale à la vitesse de G par rapport à Rg, plus oméga de S par rapport à Rg, multiplié vectoriellement par Gm. Voilà, donc, dans ces relations-là, donc, on a utilisé le repère barycentrique comme un repère de travail. Alors, la vitesse de G est nulle, puisque G, c'est l'origine du repère barycentrique. Le oméga de S par rapport à Rg est égal à 0, puisqu'on est dans l'hypothèse du solide S en mouvement de translation par rapport à R0, donc il est en translation par rapport au repère barycentrique, et donc la vitesse de M par rapport à Rg est égale à 0. Et par conséquent, l'énergie cinétique de S par rapport à Rg, qui vaut cette intégrale, donc on va intégrer tout simplement sur des termes qui sont nuls, et donc le résultat est égal à 0, donc il n'y a pas de flèche ici, il n'y a pas de flèche, donc c'est un scalaire, l'énergie cinétique est un scalaire, donc là c'est une erreur de frappe. Donc l'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale à 0. D'accord, là c'est un vecteur, mais là c'est un scalaire, donc la flèche ne devrait pas exister. Donc on s'excuse pour cette petite erreur.
Alors, qu'est-ce qu'il reste dans le deuxième théorème de Koenig? Il reste l'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale 1 demi m fois la vitesse de G par rapport à R0 au carré. Alors, un exemple, c'est-à-dire si vous avez un cube qui glisse sur un plan incliné, ben, si le mouvement du cube est un mouvement de translation, alors dans ce cas-là, l'énergie cinétique du cube est égale à 1 demi m fois la vitesse de G par rapport à R0 au carré. S'il s'agit de la sphère, donc il faut ajouter l'autre terme, parce que dans ce cas-là, l'énergie cinétique de la sphère par rapport au repère barycentrique n'est pas nulle. Alors, dans un mouvement de translation, tous les points des solides sont animés de la même vitesse. C'est tout à fait normal parce que si vous utilisez la relation de transfert du torseur cinématique, vous allez constater que tous les points vont être dotés de la même vitesse. L'autre hypothèse, le solide S a un de ses points fixes dans R0. Bon, ce point-là, si on l'appelle A, bon voilà, donc A appartenant à S et A est fixe dans R0. Alors, on va utiliser ce point dans la relation de transfert des torseurs cinématiques. Et si je prends un point M quelconque du solide, on va avoir la vitesse de M est égale à la vitesse de A plus oméga de S par rapport à R0 multiplié vectoriellement par A. Donc, c'est tout simplement la relation de transfert. Mais comme dans l'expression de l'énergie cinétique élémentaire, on a la vitesse de M au carré, alors ça veut dire c'est la vitesse de M multipliée scalairement par elle-même. Donc, la vitesse de M multipliée scalairement par elle-même. Et bon, la vitesse de M, ben, l'autre vitesse, donc on va la remplacer tout simplement par cette quantité qui est équivalente parce qu'on vient de montrer que la vitesse de M par rapport à R0 est égale à oméga de S par rapport à R0 multiplié vectoriellement par AM. Bon, on revient à l'expression de l'énergie cinétique. Donc, c'est un demi intégrale de la vitesse de M au carré. Donc, un demi l'intégrale de la vitesse de M multiplié par la vitesse de M. Et cette deuxième vitesse, donc on va la remplacer tout simplement par oméga de S par rapport à R0 multiplié vectoriellement par AM de M. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient tout simplement un produit mixte et on va profiter des propriétés du produit mixte qui est invariant par permutation circulaire, donc pour faire sortir le oméga de l'intégrale. Bon, voilà, donc on applique la permutation, donc on va avoir AM multiplié vectoriellement par la vitesse de M, dm, le tout multiplié scalairement par oméga, puisque oméga ne dépend pas de l'intégrale, donc on la place à droite ou à gauche, ça n'a pas tellement d'importance, le résultat va rester le même. Donc, en définitive, on va avoir l'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale à 1 demi oméga multiplié scalairement par cette quantité. Et là, encore, donc, on va remplacer encore une fois cette vitesse par son expression. Et là, on tombe sur quelque chose qui est connu, c'est tout simplement l'opérateur d'inertie en A, agissant sur le vecteur oméga. Voilà. Donc l'intégrale, bon, cette intégrale-là, c'est tout simplement l'opérateur d'inertie en A agissant sur le vecteur oméga qui est égal, c'est-à-dire si on regarde cette expression-là, c'est aussi le moment cinétique en A du solide par rapport à R0. Bon, pourquoi ici l'opérateur d'inertie? Parce qu'on est dans l'hypothèse d'un point A du solide qui est fixe dans R0. Donc, on peut le voir comme ceci, c'est-à-dire c'est 1 demi oméga multiplié par sigma en A de S par rapport à R0 et le moment cinétique en A de S par rapport à R0 dans cette hypothèse, c'est tout simplement l'opérateur d'inertie en A agissant sur le vecteur oméga. Bon, en définitive,
Donc, l'énergie cinétique de S du solide par rapport à R0, c'est 1 demi oméga multiplié scalairement par l'opérateur d'inertie en A agissant sur le vecteur oméga, ou bien c'est tout simplement 1 demi oméga de S par rapport à R0 multiplié scalairement par sigma en A de S par rapport à R0. Bon, dans pas mal d'exercices, donc on vous demande de calculer oméga de S par rapport à R0. On vous demande de déterminer le moment cinétique en A des solides par rapport à R0. Alors, si on est dans cette hypothèse-là, pour le calcul de l'énergie cinétique, donc il suffit de multiplier scalairement oméga par sigma en A. Alors, sous forme matricielle, donc le oméga, on l'écrit sous forme de transposé, donc pour le mettre sous la forme d'une matrice 1,3, bon, multiplié par la matrice, multiplié par une autre matrice, cette fois-ci qu'on écrit sous forme d'une matrice 3,1. Alors, conséquence de ceci, le centre de masse, c'est un point du solide qui est fixe dans RG. Donc, on peut avoir une relation similaire pour le centre de masse dans le repère barycentrique. Donc, d'où l'intérêt du deuxième théorème de Koenig. Donc, l'énergie cinétique du solide par rapport à RG, c'est 1 demi sigma, le moment, le vecteur rotation de S par rapport à RG, multiplié par l'opérateur d'inertie en G agissant sur le vecteur oméga, ou bien tout simplement multiplié scalairement par sigma en G de S par rapport à R0. Alors, comme le vecteur rotation de S par rapport à RG, c'est aussi oméga de S par rapport à R0, bon, cette relation-là, on va l'écrire. L'énergie cinétique du solide par rapport à RG, c'est 1 demi transposé de oméga du solide par rapport à R0 multiplié par la matrice en G multiplié par le vecteur oméga de S par rapport à R0, donc en respectant ceci bien évidemment. R, c'est un repère lié au solide. Alors dans ce cas-là, pour pouvoir multiplier ces trois matrices, donc on doit prendre soin d'exprimer le vecteur oméga dans la base de R qui est lié au solide. Bon, maintenant, si le solide est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe dans R0, alors on considère l'axe delta, on considère son vecteur directeur. On a expliqué que le vecteur oméga du solide est toujours porté par l'axe delta, qui est aussi l'axe central du torseur cinématique. Alors, avec cette hypothèse-là, le vecteur U devient constant dans R0. Alors, l'énergie cinétique de S par rapport à R0, on peut l'écrire 1 demi oméga multiplié par l'opérateur d'inertie en A multiplié par oméga de S par rapport à R0. Alors, c'est un résultat que nous avons déjà montré, voilà, dans une hypothèse qui est semblable. Alors, le oméga, on va le remplacer par oméga U. Celui-là, on va le remplacer par oméga U. Donc, on va avoir un oméga au carré. Donc, en définitive, on va avoir un demi oméga au carré. Ce qui va nous rester de oméga de S par rapport à R0, c'est juste un U. De celui-là, juste un U. Mais ça, c'est connu. C'est tout simplement le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Alors, lorsqu'on est dans cette hypothèse d'un solide S animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe dans R0, son énergie cinétique, c'est tout simplement un demi oméga carré multiplié par le moment d'inertie par rapport à l'axe delta du solide. Voilà. Bon, si le solide est animé d'un mouvement quelconque, bon, donc là, on n'a pas le choix. On doit passer par le deuxième théorème de Koenig. À chaque fois, si le mouvement est tout à fait quelconque,
Bah, la solution, c'est le passage obligé par ce deuxième théorème de Koenig, c'est-à-dire l'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale à l'énergie cinétique de S par rapport au repère barycentrique plus un demi m vitesse de G au carré. Bon, nous avons vu que cette énergie cinétique, c'est un demi oméga multiplié par l'opérateur d'inertie G agissant sur le vecteur oméga, donc plus un demi m vitesse de G par rapport à R0. Voilà. C'est-à-dire, dans cette énergie cinétique, vous avez deux termes, bon, deux quantités. Bon, cette première quantité, donc, elle caractérise la rotation. Donc, s'il n'y a pas de rotation, ce terme va s'annuler. Et la deuxième, elle caractérise la translation. Bon, c'est-à-dire, si on donne l'exemple de la sphère euh, euh, qui roule sur un plan incliné, sûrement qu'on va voir la rotation plus la translation. Bon, si on prend le cas juste d'un cube qui glisse sur un plan incliné, cette énergie cinétique de rotation sera nulle. Bon, ce qui va rester, c'est tout simplement la translation. Et dans ce cas-là, pour le cube, son énergie cinétique se réduit à un demi m multiplié par la vitesse de son centre de masse au carré. Ben, sur ce, je vous remercie et ça va être la fin de ce quatrième chapitre. Merci beaucoup pour votre attention.